Rebonjour, chacun son tour, chacun son moment. Après la démission de Michel Barnier, le Rassemblement national espère aussi ramasser la mise. Dans l'immédiat, un nouveau gouvernement va devoir se mettre en place. Sera-t-il lui aussi sous surveillance du Rassemblement national? Le RN est de son côté à la croisée des chemins, soit rester sur une ligne intransigeante, soit négocier. De quel côté penchera la balance? La réponse avec Jordan Bardella. Bonjour, vous êtes Bonjour, président monsieur du Letellier. RN, député européen et président aussi de les Patriotes en Europe. Groupe européen, troisième du Parlement européen. C'est important parce qu'on va y revenir au vu de l'actualité d'aujourd'hui. Il y a des moments où les événements et les moments de l'histoire sont un peu mis de côté pour renouer avec l'histoire séculaire. Hier avait lieu la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Après un peu plus de 5 ans de reconstruction, des dirigeants du monde entier sont venus assister à la cérémonie. Parmi eux, le futur président des États-Unis, Donald Trump. Emmanuel Macron a rendu hommage à tous les corps de métier qui ont participé à la reconstruction. Les pompiers de Paris, on l'entend et on le voit, qui étaient aux premières loges le soir de l'incendie, ont été ovationnés. Nous avons redécouvert ce que les grandes nations pouvaient faire, réaliser l'impossible. Cette cathédrale fut ainsi la métaphore heureuse de ce qu'est une nation et ce que devrait être le monde. Fraternité d'un peuple déterminé à faire de grands choix. Fraternité universelle et entraide. Pour Emmanuel Macron, Jordan Bardella, la reconstruction de Notre-Dame, c'est le symbole de la France qui s'est relevé la tête. Ça vous va droit au cœur, ce genre de propos? Oui, et c'est dans ce genre de moment qu'on est fier d'être français. La France est pleinement elle-même quand elle est ancrée et fière de ses racines, de son identité nationale, de ses racines chrétiennes aussi. Et je pense que c'est à ces conditions qu'elle est capable de parler à toutes les consciences du monde. Notre-Dame, c'est un symbole de notre héritage, de nos racines, mais c'est un symbole pour tous les peuples du monde. Et moi, je me souviens, lorsque ce terrible incendie a ravagé Notre-Dame, que tous les peuples du monde ont été émus et tous les regards se sont tournés vers la France. Donc, je suis très fier d'être français dans ce genre de moment. Et je pense qu'il faut évidemment, avec beaucoup de clarté et beaucoup d'affection, saluer tous ceux qui ont œuvré à la restauration de Notre-Dame, tous ces compagnons, tous ces métiers de la main, mais aussi les sapeurs-pompiers de Paris qui, au péril de leur vie, se sont engagés pour protéger une part de nous-mêmes, parce que Notre-Dame, c'est d'abord et avant tout une part de nous-mêmes. C'est l'œuvre du génie français et aussi d'une forme de patience. En marge des cérémonies, Emmanuel Macron a reçu Donald Trump et Volodymyr Zelensky, le président américain élu et le président ukrainien à l'Élysée, pour parler de l'Ukraine, justement. Donald Trump estime ce matin qu'un cessez-le-feu rapide est envisageable. Est-ce qu'il faut mettre des conditions à ce cessez-le-feu? Oui, il faut nécessairement mettre des conditions à ce cessez-le-feu. Que la Russie quitte le pays. D'abord, le fait que la France puisse mettre autour de la table le président américain et le président ukrainien à l'occasion de la réouverture de Notre-Dame, c'est un symbole qui est très fort et je pense que c'est un signal positif dans la perspective d'une négociation. Le front peu ou prou, le front entre l'Ukraine et la Russie est peu ou prou figé depuis maintenant plus de 2 ans et demi. Et on sait, et le président Zelensky lui-même le dit, que le temps des négociations est devant nous et devra nécessairement, il parle du temps de la diplomatie, devra nécessairement mettre tous les belligérants autour de la table pour négocier un cessez-le-feu. La Russie quitte le La territoire condition essentielle, fondamentale, c'est que la Russie entende et comprenne qu'elle n'a plus rien à gagner en Ukraine, qu'elle n'a jamais rien eu à gagner dans cette offensive, et qu'elle doit retirer ses troupes, évidemment, du territoire ukrainien dans les frontières qui prévalaient avant le mois de février 2022. Donc, en réalité, le monde et la région est suspendu à ce que fera le président Trump, à ce que fera le président américain. Vous lui faites confiance à Donald Trump? Élu, je pense que Trump défend les intérêts de son pays et que Trump n'aime pas les conflits, n'aime pas la guerre. Bon, et de ce point de vue-là, ça coûte cher, quoi, tout simplement. Parce que peut-être que ça coûte cher, parce que bien souvent ce sont des efforts qui sont vains dans des conflits qui font assez peu bouger. Donc vous lui faites confiance pour ramener la paix en Ukraine? Je regarde juste le premier mandat de Donald Trump, et sur son premier mandat, le nombre de théâtres d'opérations sur lesquels les Américains étaient engagés était assez proche de zéro. Donc il faut se réjouir de ces initiatives diplomatiques, et j'espère que dans les prochains mois, et que le plus vite possible en réalité, on pourra aboutir à un cessez-le-feu. Puisqu'on parle des affaires du monde, on va parler de la Syrie. La chute de Bachar el-Assad. Depuis ce matin, les rebelles islamistes ont pris le pouvoir après avoir déclenché des opérations de renversement du pouvoir. Il y a seulement une semaine et demie, c'est allé très vite. El-Assad est soutenu par l'Iran et la Russie. Pendant la présidentielle, Marine Le Pen avait été la seule candidate à dire clairement que la France devait garder des relations entre la Syrie d'El-Assad, avec la Syrie d'El-Assad. Pour vous, la chute de Bachar el-Assad est-elle une catastrophe?
Oui, parce que... C'est une catastrophe. C'est une catastrophe d'abord géopolitique, parce qu'on sait que le risque migratoire, nous avons en mémoire l'intervention de la France en Libye, qui a tourné au fiasco et qui a contribué à déstabiliser un régime dictatorial pour provoquer la prise de pouvoir des fondamentalistes islamistes. Lorsque nous disions qu'il fallait maintenir les liens, nous parlions évidemment de liens avec les services de renseignement syriens, puisqu'il y avait, face au régime de Bachar el-Assad, dont je conteste formellement la nature, c'est un régime autoritaire et totalitaire, évidemment, mais nous avions face à lui l'État islamique, nous avions face à lui les héritiers d'Al-Qaïda, d'Al-Nosra notamment, et il est clair que lorsqu'on voit aujourd'hui des milices héritières à la fois de l'État islamique et à la fois d'Al-Qaïda prendre le pouvoir en Syrie, je pense qu'il ne faut pas se réjouir des conséquences que cela pourrait avoir. Je vous dis ça parce que ça vient de tomber, la position officielle de la France qui salue la chute de Bachar el-Assad. Vous ne partagez pas ça? Mais on peut saluer la chute d'un dictateur. Je veux dire, quand un dictateur tombe, on peut toujours s'en féliciter. Et au regard des droits humains et de ce que nous considérons, nous, être comme la liberté d'un pays, d'une nation et d'un peuple, on peut s'en réjouir. Mais la question, c'est qu'y a-t-il en face? Et dans quelques mois, il est possible que nous payions les conséquences de cette prise de pouvoir des fondamentalistes islamistes par des flux migratoires importants. Et moi, j'appelle d'ores et déjà aujourd'hui l'Union européenne et les différents pays de l'Union à anticiper dès maintenant le risque d'un déferlement migratoire où pourrait être d'ailleurs où pourraient se glisser des terroristes islamistes. Permettez-moi de vous rappeler qu'à la suite de la prise de pouvoir par des milices islamistes après l'intervention française en Libye, par la déstabilisation d'un certain nombre de régimes. L'année 2015 a été, il y a bientôt 10 ans, une année gravissime sur le plan migratoire et que beaucoup d'organisations terroristes comme Daesh avaient utilisé les filières migratoires pour y intégrer des fondamentalistes qui s'étaient retrouvés très clairement au Bataclan derrière. On va revenir aux préoccupations des Français du moment, l'emploi, les salaires. Ça, je pense, vous dites c'est une préoccupation des Français, c'est peut-être pas une préoccupation de l'instant, mais si on a entendu votre propos. Les vannes migratoires sont ouvertes, avec des terroristes islamistes à l'intérieur, ça le sera très bien. Alors, d'autres préoccupations, les emplois, les salaires. Les fonctionnaires, jeudi, étaient en grève et dans la rue, les petits patrons, eux, font leur compte. Nous refusons de continuer à être malmenés, insultés, méprisés, dépossédés de nos métiers. Un ras-le-bol devant les coupes budgétaires, devant les moyens qu'on nous enlève pour pouvoir travailler et donner un service public dans de bonnes conditions pour la population. Il faut absolument qu'on maintienne la pression parce qu'on n'est pas dupe sur le fait qu'un nouveau gouvernement va être nommé et que ce gouvernement, il reprendra forcément le projet du gouvernement qui vient de tomber. Il n'y aura pas de gouvernement qui tienne dans la durée s'il ne répond pas aux exigences sociales. Il y a 6 mois, c'était avec la dissolution. Là, le Premier ministre qui se fait censurer. Ça fait 2 ans et demi qu'on se bat pour vous. Vous faites ça, je ne discute avec personne. Ne comptez plus sur nous. Ils oublient un peu qu'il y a eu Borne, Attal, tout ça, qui n'ont rien fait pour eux. Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis élu et ça fait 2 ans et demi que je me bats pour tous les agriculteurs. Le bordel politique qu'on rencontre, on le subit sur nos exploitations. Ils vont faire quoi? Donc là, ça va être un nouveau ministre. Il va nous redire encore des promesses. Franchement, on n'y croit plus. On n'y croit plus du tout. J'ose pas embaucher parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait. Au gré des élections et au gré des politiques, on remet tout en cause tout le temps. Et ça, pour un industriel, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quelle direction on peut se figer à long terme, quoi. Nous, on a besoin de certitude. On a besoin d'avoir une vision. Bah oui, quand on investit dans une machine, c'est pas pour remettre en cause cet investissement 3 mois après. C'est pas possible. C'est intéressant, Jordan Bardella, ce témoignage d'un patron de petite entreprise. Ça traduit les inquiétudes des patrons de PME en ce moment, hein, on vient de le voir. Parce qu'en votant la censure, Marine Le Pen a nié qu'il y avait un risque de chaos financier. Elle a dit financier. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de chaos économique? Mais le chaos économique, monsieur Le Tellier, aurait été provoqué par ce budget, qui est un budget dangereux, de punition pour la France du travail et de récession. Est-ce que les chefs d'entreprise qui nous regardent aujourd'hui auraient été d'accord pour payer 20 milliards d'euros d'impôts supplémentaires qui étaient prévus par ce budget sur les entreprises, d'assumer une augmentation des taxes sur l'électricité qui va toucher par définition les consommateurs, d'assumer une augmentation du coût du travail par la suppression des allègements de charges qui étaient prévus par ce budget. Ça sont vos arguments, ils semblent non, mais pas ce ne sont pas mes Pourquoi arguments. ils ne sont pas convaincus? Non, mais ce sont... vos arguments, ce sont des éléments. Mais pourquoi ils ne sont pas convaincus?
Mais convaincu par quoi? Par ça, parce que vous dites. Mais c'est pas ce que j'ai. Non, mais attendez, moi, les chefs d'entreprise avec qui je discute, ils me disent merci merci d'avoir empêché une augmentation du coût du travail, alors que nous avons déjà un des coûts du travail les plus élevés des économies développées et de la zone euro. Ils me disent merci d'avoir empêché qu'on fragilise le pouvoir d'achat, notamment des consommateurs, des ménages, des classes populaires et des classes moyennes par une augmentation des taxes. Ceux que vous rencontrez, Jordan Bardella, ou par le déboursement des médicaments. Mais écoutez, ils entendent, ils se disent tiens, c'est une instabilité politique, on va le payer, l'économie va ralentir, ça va mal se passer. Non, ça c'est parce que sur tous les plateaux de télé, vous avez tous les avocats du gouvernement qui viennent nous dire, en gros, c'est soit Michel Barnier, soit le chaos. Faisant fi que depuis 7 ans, Emmanuel Macron, à la tête du pays, a aggravé de manière considérable, dégradé la compétitivité de la France, dégradé la productivité de l'économie française, aggravé la situation de la dette, aggravé la situation des déficits commerciaux et aggravé la situation du déficit public. Est-ce que ce budget permettait précisément de résorber les déficits, de résorber la dette publique, d'encourager la croissance et de soutenir le pouvoir d'achat? La réponse est non. Et c'est la raison pour laquelle, en responsabilité, comme ils disent, moi, j'ai pris la décision, avec Marine Le Pen et l'ensemble de nos députés, de rejeter ce budget. Il n'y a pas d'instabilité. On va se mettre autour de la table maintenant avec un nouveau gouvernement et nous sommes parfaitement disposés à reprendre. On va y revenir sur le gouvernement tout à l'heure. Mais si vous voulez, on se retrouve dans une situation, pour que les Français qui nous regardent comprennent, où le budget de l'année dernière, le budget 2024, était moins pire que ce budget, qui était un budget qui, encore une fois, allait avoir des conséquences dramatiques sur la croissance et sur la vie économique de nos entreprises. Et d'ailleurs, le président de la République, vous l'avez entendu, il dit les solutions aux problèmes du pays ne passeront pas par plus d'impôts, plus de normes. J'y vois donc là une critique en creux du budget de son Premier ministre. Alors, on va parler du Mercosur qui inquiète les agriculteurs. Il a été signé par Ursula von der Leyen vendredi. Ça engage toute l'Europe. Maintenant, il faut ratifier, pays par pays, on est bien d'accord. Vous êtes président, je le disais tout à l'heure, du groupe Patriotes pour l'Europe au Parlement européen. Est-ce que vous allez demander des comptes à ce titre à Ursula von der Leyen? Mais non seulement on va demander des comptes, mais je vais continuer au Parlement européen de combattre ce texte. On n'est pas arrivé encore au bout du processus d'accord. Vous pensez que vous aurez une majorité au Parlement européen? Non, mais d'abord, que la présidente de la Commission européenne se déplace au moment où la France n'a pas de Premier ministre en Amérique latine pour aller signer un accord qui va entraîner la mort de l'agriculture française. Donc vous reconnaissez que Ursula von der Leyen a profité du vide politique en France. Oui, mais avec très peu de courage et beaucoup de lâcheté. Elle a annulé sa participation hier à la cérémonie d'ouverture de Notre-Dame. C'est-à-dire qu'elle va signer la mort des agriculteurs français et elle refuse le lendemain de venir l'assumer devant la représentation nationale et devant les responsables politiques français. Donc, c'est pas très courageux. D'accord, mais je pense que le président de la République doit non seulement faire respecter la voix de la France au sein du Conseil... En allant jusqu'à faire la crise en Europe, à créer une crise en Europe? Non, d'abord, en essayant de réunir une minorité de blocage. Vous savez qu'à partir du moment où on peut réunir 4 États qui représentent à minima 35% de la population de l'Union européenne, vous pouvez obtenir une minorité de blocage, premièrement. Et deuxièmement, moi je pense que la France doit faire ce qu'a fait le général de Gaulle avec la chaise vide pour défendre les intérêts agricoles français dans les années 60. Si la Commission européenne passe en force sur ce texte, qu'elle utilise des petites pirouettes juridiques pour splitter le texte et faire passer une partie du texte, et notamment la partie commerciale, à la majorité qualifiée et non à l'unanimité, la France doit menacer de suspendre sa contribution au budget de l'Union européenne. La France avec des risques pour la politique agricole commune Non, monsieur, ça n'est pas vrai. Le risque aujourd'hui qui pèse sur nos agriculteurs, c'est la multiplication des normes liées au Green Deal et au Pacte vert qu'a soutenu Emmanuel Macron, qu'a soutenu Gabriel Attal et Ursula von der Leyen. La vie de nos agriculteurs aujourd'hui est menacée par la multiplication des accords de libre-échange, dont le Mercosur, qui menace clairement nos agriculteurs de faire venir sur nos marchés des produits qui ne respectent aucune des normes économiques, sociales, sanitaires ou environnementales qu'on leur impose. C'est l'Union européenne qui menace aujourd'hui clairement la vie de nos agriculteurs. Vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit qu'elle a profité, Ursula von der Leyen, de l'instabilité politique en France pour faire signer cet accord Mercosur. Ça veut donc dire que, ce que vous reprochent les macronistes finalement, que avoir voté la censure, ça a fragilisé la parole de la France et que vous en êtes responsable. D'ailleurs, Marine Le Pen a écrit aux agriculteurs. D'abord, moi je ne suis pas au pouvoir, pardon. Le Rassemblement national en 50 ans n'a jamais été au pouvoir. Donc nous, on n'est pas responsable de la situation dans laquelle se trouve l'économie française et dans laquelle se trouvent nos agriculteurs. Parce que nos agriculteurs, ils étaient déjà dans les rues du pays au début d'année et que précisément les problèmes très concrets d'incapacité à vivre de leur travail ont déjà été mis sur la table. Je dis une chose, c'est que ce sont les macronistes et le PPE, c'est-à-dire la droite européenne, la famille politique à laquelle appartient M. Barnier et Mme von der Leyen, qui négocient précisément le Mercosur quand mon groupe et nos eurodéputés s'y opposent depuis maintenant
plusieurs mois et depuis plusieurs années. Donc, il faut arrêter de nous faire croire que Michel Barnier, c'est le général de Gaulle. Non, mais c'est vous qui avez eu cette phrase en disant elle a profité de l'instabilité politique française. Elle a profité, qui est responsable de l'instabilité politique mais elle a profité avec très peu de courage. Et ce qui démontre, qui est responsable, c'est toujours la même histoire. Qui démontre la manière dont l'Union européenne et dont la Commission européenne ne respectent pas la France et ne respectent pas les intérêts français. Et j'en veux beaucoup à Emmanuel Macron d'avoir considérablement affaibli le poids, l'image et la capacité de la France à défendre ses intérêts sur la scène européenne depuis 2017. À propos de poids, d'image, peut-être deux poids, deux mesures, deux têtes à la tête du Rassemblement national, Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, vous, Jordan Bardella, qui faites une campagne permanente avec votre livre, c'est ce qu'on va voir. Fin août, c'est en duo qu'ils se rendent à l'Élysée pour consultation, mais déjà se profile la répartition des rôles. À Jordan Bardella, les habits virtuels du Premier ministre, endossés dès juin à la faveur du succès aux européennes et d'une dissolution qui lui donne des ailes. Je me prépare à l'exercice des responsabilités. Je n'entends pas être le collaborateur d'Emmanuel Macron. À Marine Le Pen, la présidence d'un groupe de 124 députés le plus important de l'Assemblée, d'où elle distribue bons et mauvais points à Michel Barnier. Nous avons juste le budget qui arrive. Je pense que le Premier ministre doit aller expliquer à l'ensemble de ses ministres quelle est la philosophie de son gouvernement, car il semblerait que certains n'aient pas encore totalement compris. Mais l'agenda judiciaire la rattrape et l'ombre d'une peine d'inéligibilité brouille son avenir. Et tant pis si elle n'est pas présente au présidentiel. Mais elle avait tout le temps pour réfléchir à ça. Non, ça ne changerait pas mon opinion parce qu'il n'y en a aucun qui a les mains propres. Hein. Ils ont dit que leurs députés devaient avoir des casiers vierges pour pouvoir se présenter. Si on applique la règle... Et en politique, il y a une autre règle. Mieux vaut se tenir prêt. Peut-être qu'on sera en campagne bientôt. On s'y prépare au cas où. À 29 ans, celui pour qui tout est allé très vite affiche sa loyauté mais cultive son image. Son autobiographie va l'y aider. Ma petite fille me l'a offert pour mon anniversaire. Tandis que sur le terrain électoral, il engrange les alliances. Pour Eric, futur maire de Nice. J'y vois une invitation à laquelle je vais réfléchir avec beaucoup d'intérêt. Mais l'heure n'est pas au municipal. Il est bien à la censure, voté avec la gauche, qui brouille les cartes. Nous voilà arrivés au moment de vérité. Un moment parlementaire inédit depuis 1962 qui va sceller, selon toute vraisemblance, la fin d'un gouvernement éphémère. On est parfaitement prêt à se remettre autour de la table dès demain matin et à venir reprendre les discussions budgétaires avec, je le souhaite, plus d'écoute, plus de respect pour nos électeurs et plus de démocratie. Écoute et respect, la quête de normalisation est toujours dans le discours. Mais le carton d'invitation de l'Élysée n'est pas encore parvenu à Marine Le Pen et Jordan Bardella, cette fois. Justement, Jordan Bardella, parce que le président de la République reçoit tous les partis politiques quasiment pour voir comment il peut faire. Sauf nous. Hein. Sauf le RN. Vous le regrettez? Ou ça vous arrange? On a le sentiment d'un château de cartes qui est en train de s'effondrer. Est-ce que ça vous arrange qu'il vous reçoive Ce qui m'arrange, si vous voulez, c'est que c'est une clarification. C'est-à-dire qu'on a le parti unique. On a M. Wauquiez, président, je crois, des Républicains, enfin de ce qu'il en reste, qui est censé, qui vient devant le président de la République en disant on est prêt à participer à un gouvernement avec la gauche, avec le Parti socialiste et les écologistes. On a Emmanuel Macron qui considérait la France insoumise comme un mouvement antisémite, qui propageait le communautarisme au mois de juin, qui fait voter pour ses candidats, qui les fait élire à l'Assemblée nationale et qui vient dire désormais on va les inviter à l'Élysée pour négocier. Donc, je veux dire, là pour le coup, c'est l'alliance de tout et son contraire. Alors je vais vous poser la question autrement. Tout ça pour empêcher des millions d'électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national de voir leurs idées exprimées. Alors attendez, non, Jordan Bardella. Au président de la République, c'est est-ce qu'on est des sous-citoyens? Alors justement, Jordan Bardella, est-ce qu'on est des sous-électeurs? Parce que si on suit cette logique, moi je suis parfaitement d'accord pour que nos électeurs payent un petit peu moins d'impôts puisqu'on leur fait savoir qu'ils n'ont ni les mêmes droits ni les mêmes devoirs. Si Emmanuel Macron, qui vous écoute peut-être ce midi ou qui aura vent de ce que vous dites, vous invite à le rencontrer à l'Élysée demain pour parler du futur gouvernement avec Marine Le Pen. Est-ce que vous acceptez d'y aller? Mais moi, à chaque fois que la République m'a convoqué, on a répondu à son appel. Donc vous accepteriez? Mais j'accepterais, je lui dirais la même chose que je lui ai dit au mois d'août. Vous avez fait en sorte, Monsieur le Président, de priver le pays d'une majorité. Vous vous souvenez, Monsieur Letellier, pendant le second tour des législatives, avec le Rassemblement national, on était arrivé en tête, 34% des voix. On était les seuls à pouvoir avoir, la semaine d'après, au second tour, une majorité absolue et 280. Et pourquoi vous réclamez pas Matignon? Tout a été fait. Pourquoi vous ne réclamez pas Matignon, tout Parce que j'ai pas assez de députés à l'Assemblée nationale. Mais parce personne que n'a assez de députés. Mais Monsieur Letellier, mais je serai renversé en quelques heures et croyez-moi, les macronistes et la gauche savent très bien Michel Barnier, c'était 3 mois. Lorsqu'il s'agit de faire cela. Oui, mais la différence, c'est que nous avons le premier groupe à l'Assemblée nationale.
Et nous avons été responsables et constructifs au mois de septembre. Nous avions dit, OK, il y a eu des alliances entre la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, les macronistes de Gabriel Attal à l'Assemblée nationale pour nous empêcher d'avoir 289 sièges. Ils se sont retirés, ils ont présenté des candidats ensemble. Mais nous avons été responsables et nous avons dit le pays doit avancer parce qu'il y a des urgences, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration, l'instauration du scrutin proportionnel. Vous voulez dire, pour le futur Premier ministre, vous lui dites très clairement, il ne pourra pas y avoir de gouvernement stable sans nous, le RN. Vous ne pouvez pas faire comme si on n'était pas là. Et Michel Barnier a cherché pendant 3 mois à faire comme si on n'existait pas. Oui, mais ça veut dire quoi? Entrer dans un gouvernement selon le Premier ministre? Ça veut Jamais. dire, Aucune participation au gouvernement, quel que soit le Premier ministre. Le nouveau Premier ministre qui va être nommé, je l'espère très vite par le Président de la République, va devoir consulter l'ensemble des formations politiques. D'abord, moi, je demande à être reçu avec Marine Le Pen, de manière à pouvoir exprimer très clairement nos lignes rouges. On ne touche pas au pouvoir d'achat de nos compatriotes. Voilà, parce que nos compatriotes qui nous regardent ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois. Et si nous avons fait le choix de rejeter ce budget, c'est parce que Michel Barnier prévoyait, avec ses amis macronistes, de désindexer les pensions de retraite de l'inflation et de dérembourser des médicaments. C'est profondément méconnaître les souffrances de nos compatriotes et les souffrances de nos retraités qui ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois, à se soigner, à se chauffer. Vous demandez, j'ai entendu, à être reçu à l'Élysée. Donc, première ligne rouge, le pouvoir d'achat. Deuxièmement, pas de mesure qui affaiblit la croissance et qui affaiblit la compétitivité de nos entreprises. Troisièmement, un tournant sur la politique sécuritaire et sur la politique migratoire. Ce que vous avez toujours dit. Et ensuite, pour sortir de cette incertitude institutionnelle dans laquelle nous ont plongé Gabriel Attal et Emmanuel Macron cet été, eh bien, moi, je souhaite qu'on puisse instaurer un scrutin proportionnel aux élections législatives pour faire respirer notre démocratie. Ça, c'était dans le programme pour faire en sorte qu'on réussisse à dégager des majorités. C'était dans le programme de Marine Le Pen. Il y a beaucoup de formations politiques qui y sont favorables. Aussi, oui, pas que. Avancer sur ce Alors, juste un point. Donc, s'il n'y a pas ces 4 points-là sur lesquels s'engagerait le futur Premier ministre, vous le censurerez. Ah mais ça n'a pas varié. Vous savez, la différence entre la différence entre eux et nous, c'est que d'abord nous on n'évolue pas au fil du temps, et c'est que ce que nous disions hier vaut aussi aujourd'hui. Donc mes lignes rouges, c'est la protection des Français. Donc si elles ne sont pas respectées, censure du gouvernement. Exactement. La seule question que je me pose, Monsieur Le Tellier, avant de prendre une décision, c'est est-ce que c'est bon pour les Français ou est-ce que c'est mauvais pour les Français? Ce budget, je le considérais mauvais pour les Français, dangereux pour l'activité économique de nos entreprises. Donc nous avons fait le choix de rejeter ce budget. Maintenant, charge au nouveau Premier ministre de remettre les formations politiques autour de la table. Vous soulignez à juste titre qu'il n'y avait pas de majorité claire à l'Assemblée nationale, d'étudier les demandes de chacun, mais d'étudier aussi les demandes du Rassemblement national, parce que toutes les demandes. Ils n'ont pas les demandes. Nous avons le premier groupe à l'Assemblée. C'est pas des demandes pour me faire plaisir. C'est pas des demandes pour faire plaisir à Marine Le Pen. Nous sommes le parti politique pour lequel les Français ont le plus voté. C'est toutes vos demandes, sinon censure. Mais bien sûr. Enfin, je veux dire, on est l'expression d'un vote, on est l'expression de millions de Français. Comment est-ce que Michel Barnier peut sciemment dire on va désindexer les pensions de retraite au 1er janvier, quand on connaît l'urgence sociale aujourd'hui dans laquelle sont plongés beaucoup de nos aînés qui ont travaillé toute leur vie? Accueillir maintenant Laurence Perron, journaliste politique à France Inter, pour sa carte blanche. Rebonjour Laurence. On va revenir sur les débats à l'Assemblée nationale. Bonjour, Madame Bardella. Oui, alors lors des débats à l'Assemblée nationale, vous avez notamment voté la taxation des superprofits, qui n'est pas une ligne rouge, là vous l'avez dit, et l'abolition de la retraite à 64 ans. Est-ce que vous assumez ces choix qui sont des choix de gauche en réalité? Alors ce ne sont pas des choix de gauche. Je revendique parfaitement la possibilité et la nécessité de soutenir la croissance et en même temps de défendre une politique de justice sociale. Vous m'interrogez sur la taxation des superprofits. On a aussi défendu la taxation des rachats d'actions. Pourquoi? Parce qu'on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Et le problème de ce budget, c'est qu'il faisait énormément de dépenses supplémentaires, mais il ne faisait pas les économies nécessaires dans les mauvaises dépenses de l'État. Et nous avions présenté à Michel Barnier quelques mesures de nos contre-budgets, seulement une dizaine de mesures sur les 67 mesures que nous avions proposées. Donc vous voyez bien qu'on a été raisonnable et nous avions, face à cela, est-ce que ces mesures, par exemple, la taxation des superprofits, les entreprises ne vous le reprochent pas? On a l'impression, j'ai le sentiment en tout cas, qu'il y a une coupure au sein du RN entre des gens qui sont la stratégie de la cravate, on fait plaisir au CAC 40, et de l'autre côté, on encourage les colères du peuple. Est-ce que c'est possible de concilier à la fois défense des pauvres et d'aider les riches? Mon ambition, c'est de refaire de la France un pays de producteurs. Voilà. On se rend compte que la productivité de l'économie française avec Emmanuel Macron, depuis maintenant 7 ans, elle a stagné et c'est peut-être l'une des exceptions sur les pays de l'OCDE. Donc moi, je souhaite qu'on puisse en même temps défendre le pouvoir d'achat de la France du travail et c'est la raison pour laquelle nous avions proposé, et j'avais proposé pendant les élections législatives. Est-ce que oui ou non, vous la donnez comme une ligne rouge? Madame, tout le monde est d'accord pour dire que la réforme des retraites qui avait été mise en œuvre par Emmanuel Macron ne permettait pas de toute manière de résorber le déficit des retraites. Est-ce qu'il faut abolir cette réforme des retraites? Mais je l'ai dit pendant la campagne des élections législatives, oui, et notamment permettre à ceux qui ont
ont commencé à travailler avant 20 ans de partir avec 40 annuités. Au-delà, il y a une progressivité qui se met en place. C'est normal que quand vous avez commencé à travailler à 24 ou 25 ans, vous partiez beaucoup plus tard. Mais juste, ça fait fi de millions de Français qui ont commencé à travailler très tôt, qui font des métiers difficiles. Donc vous continuez à défendre l'abolition de la réforme des retraites. Et je l'avais dit, que les gens qui ont commencé à travailler avant 20 ans, ce que j'appelle les carrières longues, puissent effectivement partir. Mais vous n'en faites pas une ligne rouge, en tout cas, vis-à-vis du prochain gouvernement. Non mais, en revanche, je veux bien qu'on n'est pas au pouvoir, hein. Donc on sélectionne ce qui nous apparaît des urgences aujourd'hui, et je pense que le pouvoir d'achat de nos retraités était l'une de nos lignes rouges pour lesquelles le gouvernement n'a pas souhaité d'élections législatives anticipées et d'une éventuelle victoire du Rassemblement national, Emmanuel Macron doit partir. Mais ça le regarde lui et sa conscience. Je veux dire, moi, je n'appelle pas la démission du président de la République. Donc vous pourriez cohabiter avec Emmanuel Macron, si vous gagnez les... Si vous gagnez, là cette fois, vous avez une majorité et vous êtes appelé à Matignon. C'était un peu le projet du mois de juin. Je veux dire, il y a une dissolution à l'Assemblée nationale, le président de la République n'est pas issu de votre famille politique. Si un mouvement adverse remporte les élections, vous êtes de facto en cohabitation. Vous êtes prêt à une cohabitation avec Emmanuel Macron si l'occasion se non présentait. seulement nous sommes prêts, mais nous aspirons à gouverner. Et chaque jour qui passe, nous nous rapprochons du pouvoir. Et alors vous disiez justement dans le sujet qu'on a vu que vous préparez même éventuellement une élection présidentielle. La candidate aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. En cas d'empêchement à cause de ses ennuis judiciaires, elle a dit « Les statuts du RN permettront de désigner un autre candidat ». Elle ne vous a pas cité, vous, nominément. Est-ce que c'est que vous n'êtes pas nécessairement son successeur? Je pense que nous avons formé avec Marine un ticket, un binôme d'une très grande confiance. Et si Marine Le Pen m'a accordé des responsabilités, c'est sans doute parce qu'elle m'accordait sa confiance aussi. Elle est mon premier soutien depuis plusieurs années, parce que j'ai toujours été son premier soutien. Et donc, moi, je lui serai toujours fidèle et d'une totale loyauté. Donc, il n'y a pas de doute entre elle et vous. Non seulement il n'y a pas de doute, même si on essaie d'en mettre de l'extérieur, je rassure les Français qui nous regardent ce soir, notre relation est ce midi. Irréprochable. Je vais un peu vite. Ce midi, pardonnez-moi. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que nous nous préparons tous les deux, évidemment, à exercer des responsabilités. Et donc, en cas d'empêchement de Marine Le Pen, vous êtes le candidat naturel. Mais Marine Le Pen ne sera pas empêchée, puisque Marine Le Pen est innocente. Et que les réquisitions... Vous savez très bien que la justice, parfois, n'a pas exactement la même notion de l'innocence que vous. Et que les réquisitions extrêmement brutales et extrêmement violentes qui ont visé Marine Le Pen, et d'ailleurs c'est le sentiment qu'ont eu beaucoup de Français, étaient des réquisitions qui ne visaient pas une justifiable, mais qui visaient précisément Marine Le Pen. Quand vous avez une procureure de la République qui, sur un dossier spécifiquement, dit dans ce procès, je n'ai pas d'éléments sur ce sujet, mais ça me ferait trop de mal de demander la relaxe, on peut s'interroger sur la partialité de ceux qui sollicitent ces réquisitions. Merci Laurence. Ainsi se termine Dimanche en politique. Merci Jordan Bardella d'avoir accepté notre invitation. Merci réalisation Éric Crissy, rédaction en chef Claire Sébastien. Émission que vous pouvez retrouver sur la plateforme France TV et sur l'application France Info rubrique magazine. Tout de suite, l'actualité de la mi-journée ici 12-13 dans votre région. Bon après-midi, bonne semaine. Merci, à dimanche prochain.